Bonjour, bienvenue à tous pour cette toute nouvelle vidéo, avec cette toute nouvelle histoire. Imaginez que 48 voitures de luxe aient été volées en moins d'un mois et demi à New York. Chaque vol était exécuté avec une précision chirurgicale, les voitures disparaissaient en quelques secondes, sans laisser aucune trace. Ces opérations, d'une rapidité fulgurante et d'une efficacité redoutable, se déroulaient dans des lieux variés, centres commerciaux, parkings, rues. Derrière ces faits divers, se cachait un cerveau hors du commun. Un ancien officier du renseignement chinois, arrivé à New York dans les années 90, il a fondé l'un des plus grands gangs de voleurs de voitures de luxe de l'histoire américaine. Min Jinliang, c'est son nom, et il a réussi à voler des milliers de véhicules sans laisser aucune trace. Ce qui rend cette affaire particulièrement énigmatique, c'est l'absence totale de traces. Généralement, lors d'un vol de voiture, on retrouve au moins une pièce détachée, une empreinte digitale ou un témoin. Mais dans ce cas, les véhicules semblaient s'évaporer. Aucune caméra de surveillance n'a capturé les voleurs en flagrant délit. Aucune empreinte n'a été relevée. C'est comme si ces voitures avaient été aspirées dans un autre monde. Le gang ciblait des modèles haut de gamme, souvent très récents. Mais ce n'était pas tout. Les vols étaient parfaitement coordonnés, comme si les voleurs disposaient d'informations privilégiées sur les déplacements de leurs cibles. La police de New York était désemparée. Les enquêtes ne menaient à rien. Les experts en balistique, en informatique et en intelligence criminelle étaient mobilisés, mais aucun élément ne permettait d'identifier les responsables. Cette série de vols a suscité une vive inquiétude au sein de la population. Les riches et les célébrités, principales cibles de ce gang, se sentaient vulnérables. Les assureurs subissaient des pertes considérables. Et la réputation de New York en tant que ville sûre était entachée. Derrière ces faits divers se cache une organisation criminelle particulièrement bien structurée et redoutable. Mais qui sont ces individus? Quelles sont leurs motivations? Et surtout, où vont toutes ces voitures? Ces questions obsédaient les enquêteurs. Après plusieurs semaines d'investigations intensives, une piste s'est imposée, le port de Brooklyn. Le plus grand port de la côte et des États-Unis semblait être le nœud de ce réseau criminel. Une équipe spécialisée a été dépêchée sur place. Pendant des jours, ils ont surveillé les allées et venues des navires, les conteneurs et les camions. Mais leurs efforts ont été vains. Aucune activité suspecte n'a été détectée. Les voitures semblaient s'évaporer dans la nature. Les enquêteurs se sont alors penchés sur le profil du cerveau de cette organisation. Ce n'était pas un simple voleur de voitures. C'était un stratège, un organisateur, un homme aux multiples facettes. Son identité restait un mystère, mais une chose était sûre, il disposait d'un réseau étendu et d'importants moyens financiers. Les soupçons se sont rapidement portés sur le crime organisé. La mafia, avec ses ramifications internationales, semblait être le principal suspect. Mais les investigations ont montré que cette affaire dépassait le cadre des organisations criminelles traditionnelles. Le cerveau de cette opération était probablement un individu agissant seul ou à la tête d'une cellule très restreinte. Les enquêteurs ont alors envisagé l'hypothèse d'un commanditaire étranger. Peut-être s'agissait-il d'un gouvernement, d'une organisation terroriste ou d'un simple collectionneur de voitures. Les possibilités étaient infinies. La police américaine est confrontée à un véritable casse-tête. Les enquêteurs sont sous pression pour mettre fin à cette série de vols qui ternit l'image de la ville. Ils doivent remonter la filière jusqu'en Chine, démanteler le réseau de Yang et l'arrêter avant qu'il ne puisse s'échapper. Les enjeux sont élevés. Les enquêteurs doivent non seulement retrouver les voitures volées mais aussi comprendre les motivations de Yang et démanteler son organisation. Ils doivent également déterminer si d'autres personnes sont impliquées dans cette affaire, notamment des autorités chinoises corrompues. La course contre la montre est lancée. Chaque jour qui passe, Yang consolide son empire et complique la tâche des enquêteurs. Pour réussir, ils devront faire preuve d'une grande intelligence, d'une détermination sans faille et d'une certaine dose de chance. Mais qui est vraiment Min Jinliang? Pourquoi a-t-il choisi cette voie? Ses motivations sont complexes. Peut-être est-ce l'attrait de l'argent facile, le désir de pouvoir, ou encore une forme de revanche contre un système qu'il estime l'avoir trahi. Son passé militaire lui a fourni les compétences nécessaires pour mener à bien ses opérations, mais c'est sa personnalité ambitieuse et sans scrupules qui a fait de lui un véritable criminel.
Min-Jin Yang a transformé New York en son terrain de jeu personnel. Il a orchestré le vol de milliers de voitures de luxe, une opération d'une précision chirurgicale qui lui a rapporté des millions de dollars, mais comment tout cela a commencé? Pour mener à bien son entreprise, Yang avait mis en place un réseau complexe. Il avait recruté des experts en mécanique, en électronique et en conduite, ainsi que des complices chargés de dissimuler les voitures volées et de les expédier en Chine. Son plan était simple, mais efficace. Fort de ses connaissances en matière de renseignement et de contrebande, il a proposé aux chefs de gang un deal, leur fournir des voitures de luxe volées aux États-Unis, qu'ils écouleraient ensuite sur le marché chinois, où la demande était insatiable. Le marché des voitures de luxe en Chine était florissant, mais l'offre était limitée. Yang, en proposant des voitures volées à des prix défiant toute concurrence, répondait à une demande bien réelle. Un puissant chef de gang de Shanghai séduit par la perspective de profits colossaux, a financé son opération. Ce dernier a remis à Yang un demi-million de dollars, un investissement qui allait rapidement porter ses fruits. Le choix de New York comme cible n'était pas le fruit du hasard. Cette ville, avec sa concentration de riches et de voitures de luxe, était un véritable Eldorado pour les voleurs. Yang, fort de son expérience militaire et de ses connaissances en renseignement, a rapidement compris le potentiel de cette métropole. Il a donc quitté la Chine sous une fausse identité, se faisant passer pour un immigrant en quête d'une nouvelle vie. Cette couverture lui a permis de se fondre dans la masse et de mener ses opérations en toute discrétion. En s'intégrant à la société américaine, il a pu observer les habitudes des riches et identifier les failles dans leur système de sécurité. Pour se fondre dans le décor et ne pas éveiller les soupçons, Yang s'est procuré une vieille Nissan Altima. Une voiture banale qui ne retiendrait pas l'attention. Accompagné de son bras droit, Zhao, il a commencé à chercher un lieu sûr pour dissimuler ses butins. Un entrepôt isolé, loin des regards indiscrets, était la solution idéale. Après des semaines de recherche, ils ont finalement trouvé l'endroit parfait, un vieux bâtiment situé dans une zone industrielle désaffectée, à l'écart des quartiers résidentiels. L'endroit était parfait, isolé, peu fréquenté et suffisamment grand pour accueillir les voitures volées. Pour louer cet entrepôt, Yang et Zhao ont créé une fausse entreprise, spécialisée dans le stockage de marchandises importées. Des faux documents, un site internet basique, le tour était joué. Cette façade leur permettait de justifier leur présence sur les lieux et de passer inaperçus. Si un jour les autorités venaient à s'intéresser à cet entrepôt, elles ne trouveraient rien de suspect, si ce n'est un tas de cartons vides et quelques outils. Pour assurer la discrétion de ces opérations, Yang a constitué une équipe composée exclusivement de compatriotes chinois, des hommes en qui il avait une confiance aveugle. Ces derniers ont été chargés de gérer l'entrepôt et de dissimuler les voitures volées. Afin de créer une façade parfaitement légale, l'équipe a transformé l'entrepôt en un entrepôt alimentaire. Des palettes de conserve, des boîtes de céréales et d'autres produits alimentaires ont été soigneusement disposés à l'entrée, créant ainsi l'illusion d'une entreprise prospère du secteur agroalimentaire. Un système de surveillance complet a été installé à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment, permettant à Yang et à ses hommes de surveiller en permanence les allées et venues. Derrière cette façade trompeuse, se cachait un véritable garage clandestin. Les voitures volées étaient dissimulées dans des conteneurs métalliques, cachés sous les piles de boîtes de conserve. Pour compliquer encore davantage les choses, Yang et son équipe ont modifié les numéros d'identification des véhicules, rendant ainsi leur traçabilité quasi impossible. Avec ces précautions, Yang était convaincu d'avoir créé un système infaillible. Son entrepôt était devenu une véritable forteresse, à l'abri des regards indiscrets. Bien que Yang possédait une expertise en matière d'organisation et de logistique, il n'était pas un mécanicien ni un pilote émérite. Il préférait déléguer la partie la plus risquée de l'opération, le vol des voitures. Pour cela, il avait besoin d'experts. C'est lors d'une vente aux enchères de véhicules endommagés que Yang rencontra Dean, un personnage haut en couleur au regard perçant. Dean était un habitué de ces ventes, où il dénichait les meilleures affaires pour revendre les pièces détachées. Yang fut impressionné par les connaissances de Dean en matière de mécanique automobile et par son réseau de contacts dans le milieu. Dean était un voleur chevronné, spécialisé dans le vol de voitures haut de gamme. Il disposait d'une équipe de mécaniciens et de pilotes expérimentés, capables de s'introduire dans les systèmes de sécurité les plus sophistiqués. Yang comprit rapidement que Dean était l'homme de la situation. Il lui proposa un partenariat,
Dean se chargerait de la partie opérationnelle, c'est-à-dire du vol des voitures, tandis que Yang gérerait la logistique, le stockage et l'expédition vers la Chine. Cette répartition des tâches convenait parfaitement à Yang. Il pouvait ainsi rester dans l'ombre, loin des risques liés au vol de voitures. Dean, de son côté, était attiré par la perspective de travailler sur de gros coups et de toucher des commissions importantes. Il accepta donc la proposition de Yang sans hésiter. Dean avait un ami, Mario Lopez, un expert de vol de voitures. Il lui faisait entièrement confiance et savait qu'il était encore plus doué que lui. C'est tout naturellement qu'il a pensé à lui lorsqu'il a eu cette opportunité en or. Il a donc rencontré Mario et lui a présenté Yang, cet acheteur prêt à acquérir n'importe quelle voiture, et ce, avant même le vol. Pour un voleur, c'était une aubaine, plus besoin de se soucier de la revente. Mario, qui avait toujours fonctionné de la même manière, préparer les voitures pour les faire voler par d'autres, a tout de suite adhéré au projet. Ainsi s'est constituée une véritable chaîne. Yang, en haut de l'échelle, gérait la logistique et les relations avec les clients chinois. En dessous, Dean supervisait les opérations, et Mario, avec son équipe de voleurs, s'occupait du terrain. Chacun avait sa spécialité. Cette organisation permettait à Yang de rester dans l'ombre. Il ne mettait jamais les mains dans le cambriolage. Il était l'architecte, celui qui tirait les ficelles, tout en restant le plus anonyme possible. En somme, il avait mis en place un système où il minimisait les risques tout en maximisant les profits. Dean et son équipe se spécialisaient dans le vol de voitures de luxe, ciblant principalement les quartiers huppés, les centres commerciaux haut de gamme et les parkings privés. Mario, le technicien du groupe, était un véritable génie de l'automobile. Plutôt que de forcer les serrures, ce qui déclencherait les systèmes de sécurité, il préférait briser une vitre discrètement. Il avait alors recours à un ordinateur portable pour pirater le système de la voiture. En quelques secondes, il parvenait à reprogrammer l'ordinateur de bord pour qu'il accepte une clé universelle. Il était tellement doué qu'il pouvait voler n'importe quelle voiture en un temps record. Une fois le véhicule piraté, Mario confiait la voiture volée à l'un de ses complices. Ce dernier avait pour mission de garer la voiture dans un quartier résidentiel huppé ou un parking de luxe. L'objectif était de camoufler le véhicule parmi les autres voitures haut de gamme, rendant ainsi sa localisation plus difficile. Les voitures de luxe étant souvent équipées de systèmes de géolocalisation, l'équipe avait mis au point une procédure rigoureuse. Après avoir garé la voiture, le complice procédait à une fouille minutieuse du véhicule à l'aide d'un détecteur de métaux. Ce dispositif permettait de localiser et de retirer les balises GPS dissimulées dans la voiture. Ces balises, souvent minuscules et difficiles à détecter, étaient capables de suivre un véhicule à la trace presque partout dans le monde. Pour être certain que la police n'avait pas activé le système de géolocalisation à distance, l'équipe laissait la voiture sur place pendant au moins 2 jours. Si, passé ce délai, aucune alerte n'était signalée, le complice revenait récupérer la voiture et la déplacer vers un autre endroit sûr. Cependant, ce stratagème n'était pas sans risque. Les systèmes de sécurité des voitures de luxe devenaient de plus en plus sophistiqués. Certaines balises GPS étaient désormais intégrées à des composants électroniques essentiels du véhicule, rendant leur détection et leur retrait extrêmement difficiles. Les instructions de Dean étaient précises et méticuleusement pensées. Il exigeait que les voitures volées soient garées à une certaine distance de l'entrepôt, dans une rue adjacente. Cette précaution visait à protéger l'emplacement secret de leur cache. Seul Dean et le propriétaire des lieux connaissaient cet endroit. Une fois la voiture déposée, Dean venait la récupérer en personne. Avant de la conduire jusqu'à l'entrepôt, il effectuait une série de contrôles. Il s'agissait d'une précaution essentielle pour s'assurer que la police n'était pas sur leurs traces. Dean craignait que la voiture soit équipée d'un système de suivi plus sophistiqué que prévu ou que la police ait mis en place une surveillance discrète. Il passait donc plusieurs minutes à examiner la voiture sous toutes les coutures, à l'aide d'équipements électroniques spécialisés. Il vérifiait notamment les roues, les phares et les compartiments de rangement, à la recherche de tout dispositif de suivi susceptible d'avoir été installé à l'insu des voleurs. Pour s'assurer de l'absence totale de toute surveillance, Dean procédait à une série de manœuvres de reconnaissance autour de l'entrepôt. Ces rondes, minutieusement planifiées, étaient complétées par un dispositif de surveillance électronique constitué de caméras haute définition, disséminées aux points stratégiques des alentours. Simultanément,
une voiture équipée d'un équipage spécialisé patrouillait dans la zone, scrutant les environs avec la plus grande attention. Une fois ces vérifications exhaustives effectuées et l'absence de toute menace confirmée par les différents moyens de surveillance mis en place, Dean donnait l'ordre d'acheminer le véhicule volé vers l'entrepôt. Une fois la voiture stockée dans l'entrepôt, elle est confiée à une équipe spécialisée, travaillant en étroite collaboration avec Yang. Cette équipe a pour mission de remettre chaque véhicule en parfait état avant son expédition vers la Chine. Pour ce faire, elle procède à des contrôles exhaustifs, des ajustements et, si nécessaire, à des réparations. Les interventions peuvent être très poussées, allant jusqu'au remplacement de toutes les serrures et à la reprogrammation complète du système informatique. Une fois la voiture entièrement remise en état, elle est chargée dans un conteneur spécialement conçu pour le transport de véhicules. Ces conteneurs peuvent accueillir plusieurs voitures. Une fois les véhicules chargés, le conteneur est pesé. Afin de faciliter les formalités douanières et de contourner les restrictions éventuelles sur l'importation de véhicules, des documents d'expédition sont établis. Ces documents indiquent que le conteneur transporte des produits alimentaires et des fournitures, avec des quantités et des poids correspondant à ceux du chargement réel. Cette pratique, bien que frauduleuse, est courante dans certains milieux et nécessite une organisation logistique complexe. La création d'une entreprise fictive spécialisée dans l'alimentaire sert à renforcer la crédibilité de cette opération. Après avoir quitté l'entrepôt, les conteneurs ne sont pas directement acheminés vers un port. Yang, conscient des risques de surveillance accrue, a élaboré un itinéraire complexe pour dérouter les autorités. Les conteneurs sont d'abord transportés vers le New Jersey, puis transférés sur un train à destination de la Californie. Ce long trajet transcontinental a pour but de disperser les soupçons et de gagner du temps. Une fois arrivés en Californie, les conteneurs sont embarqués sur un navire à destination d'un pays tiers. En haute mer, les conteneurs sont transférés discrètement vers un second navire, qui les achemine finalement vers la Chine. Les propriétaires de ce second navire sont complices de l'opération et disposent de tous les documents nécessaires pour justifier la présence des véhicules à bord. Pendant 5 ans, Yang et son réseau avaient opéré dans l'ombre, dérobant des milliers de véhicules sans jamais être inquiétés par la police. La demande insatiable du marché chinois les avait poussés à diversifier leurs activités, et les salles d'exposition étaient devenues leur nouvelle cible de choix. Ces lieux offraient une manne inestimable, avec des véhicules haut de gamme faciles à écouler. C'est dans ce contexte de succès sans précédent qu'un événement inattendu allait venir troubler la sérénité du gang, lors d'un cambriolage particulièrement audacieux. Mario, en véritable expert des cambriolages, fut chargé d'exécuter l'opération. Lors de ses visites en tant que client potentiel dans une prestigieuse salle d'exposition de luxe, il avait soigneusement repéré les lieux, notamment l'emplacement stratégique de la boîte fixée au mur du bureau du directeur, contenant les clés de toutes les voitures. Cette découverte allait s'avérer déterminante. Quelques nuits plus tard, sous le couvert de l'obscurité, Mario et ses complices s'infiltrèrent dans l'exposition. Muni de ses connaissances précises des lieux, Mario se dirigea directement vers le bureau du directeur et ouvrit la boîte contenant les clés. En quelques instants, les clés des voitures de luxe étaient entre ses mains. Un signal discret fut donné à ses complices postés à l'extérieur, et 7 véhicules furent rapidement mis en marche. Chacun des voleurs prit une route différente, semant ainsi la confusion et rendant toute poursuite difficile. Toute l'opération ne dura que 3 minutes. Malgré le déclenchement de l'alarme, les voleurs avaient déjà pris une avance considérable. L'un des véhicules, conduit par l'un des complices de Mario, fut cependant impliqué dans un accident. Cette erreur, aussi minime soit-elle, risquait de mettre en péril des années d'impunité et de semer la discorde au sein du réseau. Un accident, certes, mais surtout un signal d'alarme pour les autorités, qui pourraient désormais remonter la piste de cette organisation criminelle jusque-là intouchable. Yang, le cerveau de l'opération, se retrouvait confronté à une situation qu'il n'avait pas anticipée et qui pourrait bien mettre en péril son empire. Lorsque la police est arrivée sur les lieux de l'accident, l'identification du véhicule volé a été immédiate. Le conducteur, sous la pression de l'interrogatoire, a rapidement avoué sa participation au braquage et a donné le nom de Dean, un des lieutenants de Yang. C'est grâce à ces informations que les enquêteurs ont pu localiser l'entrepôt servant de base au gang. Une surveillance discrète a été mise en place autour du bâtiment. Les policiers étaient déterminés à recueillir suffisamment de preuves pour démanteler le réseau. Cependant, Yang,
grâce à son système de surveillance inversé, avait rapidement détecté la présence des forces de l'ordre autour de son repère. Anticipant l'imminence d'un raid, il avait ordonné l'évacuation de tous les véhicules et matériels incriminants. Pour échapper à la vigilance des policiers, Yang avait mis en place une opération de dissimulation audacieuse. Profitant du fait que l'entrepôt était officiellement enregistré comme un entrepôt alimentaire, il a commencé à déplacer les voitures et les outils par lot, les dissimulant sous des bâches et des cartons. En simulant des livraisons de marchandises, il a ainsi pu évacuer l'intégralité de son matériel sous le nez des policiers, qui, malgré leur surveillance, n'ont rien soupçonné. Le lendemain, les policiers sont revenus à l'entrepôt. L'endroit était étrangement calme. Aucune activité, aucun mouvement. Après une longue attente, ils ont finalement décidé de pénétrer à l'intérieur. La scène qui s'est présentée à eux était désolante, l'entrepôt était vide. Pas la moindre trace des véhicules volés, ni des outils, ni de quoi que ce soit pouvant les relier au gang de Yang. Le sentiment d'échec était palpable. Yang et ses hommes avaient une nouvelle fois réussi à leur échapper. Après l'échec de leur première tentative, les enquêteurs se sont tournés vers les informations fournies par le complice arrêté. Ce dernier avait mentionné le nom de Dean comme étant un membre important du réseau. Bien que Dean n'ait pas encore été appréhendé, les enquêteurs ont concentré leurs efforts sur lui, le considérant comme une cible prioritaire. Les policiers ont mis en place une surveillance discrète autour des lieux fréquentés par Dean et de ses contacts connus. Ils ont obtenu une autorisation judiciaire pour mettre sur écoute les communications de Dean et de son entourage. Les conversations interceptées ont rapidement révélé l'existence d'un réseau bien organisé, spécialisé dans le vol de voitures de luxe. Après plusieurs mois de surveillance, une percée majeure a eu lieu. Dean a reçu un appel d'un individu qu'il appelait 260. Les enquêteurs ont rapidement compris qu'il s'agissait de Yang, le chef du gang. Yang évoquait de nouveaux projets, suggérant ainsi qu'il comptait reprendre ses activités criminelles. Pour brouiller les pistes, Yang et ses hommes utilisaient des téléphones jetables et des codes lors de leurs conversations. Les enquêteurs ont dû faire preuve d'une grande ingéniosité pour contourner ces mesures de sécurité. Ils ont par exemple mis sur écoute les téléphones des proches de Dean, comme sa femme, afin de détecter les nouveaux numéros utilisés par le gang. Ce travail de longue haleine a permis aux enquêteurs de suivre les déplacements des membres du réseau et de recueillir de précieuses informations sur leurs activités. Jusqu'à présent, Yang avait toujours une longueur d'avance sur les enquêteurs. Ses contacts, notamment les Chinois de son cercle et son associé de longue date, Zhao, facilitaient grandement ses opérations. Zhao, en particulier, manquait de prudence et discutait souvent de leurs plans au téléphone, révélant ainsi leurs intentions aux enquêteurs. Fort de cette information, les policiers ont infiltré un restaurant fréquenté par Zhao. Un agent infiltré a ainsi pu observer de près Yang et entendre leurs conversations. Lors d'un de ces repas, les deux hommes ont évoqué un nouvel entrepôt qu'ils comptaient louer. Les enquêteurs ont immédiatement mis en place une surveillance discrète autour de ce nouveau lieu. Cette fois, ils ont décidé d'adopter une approche différente. Au lieu de stationner des voitures de police à proximité, ce qui aurait alerté Yang, ils ont opté pour une surveillance à distance. Des caméras ont été installées sur les bâtiments environnants, offrant une vue panoramique de l'entrepôt. De plus, ils ont dissimulé un dispositif GPS sur l'un des conteneurs livrés à l'entrepôt, afin de suivre ses déplacements en temps réel. C'était une manière de retourner la stratégie de Yang contre lui, en utilisant ses propres méthodes. Jusqu'à présent, les enquêteurs avaient réussi à prendre une longueur d'avance sur Yang. Cependant, le criminel était loin d'avoir dit son dernier mot. Pour contourner les mesures de surveillance mises en place par la police, Yang et son équipe avaient mis au point une nouvelle tactique audacieuse, s'attaquer aux parkings sécurisés. Ces parkings, équipés de barrières et souvent gardés, semblaient pourtant inviolables. Pourtant, Yang avait trouvé une faille dans ce système. Il avait corrompu un gardien de parking, le soudoyant avec une somme importante pour qu'il leur fournisse les clés des véhicules. Le gardien, attiré par la perspective d'un gain facile, avait accepté de collaborer. Le jour J, Yang et ses hommes se sont présentés au parking, ont désarmé le gardien et ont emporté un nombre considérable de voitures de luxe. Cette opération parfaitement orchestrée a permis à Yang de reconstituer rapidement son stock, tout en semant la confusion parmi les enquêteurs.
Cette nouvelle révélation a mis en évidence la détermination de Yang à poursuivre ses activités criminelles et sa capacité à s'adapter aux nouvelles situations. Les enquêteurs se sont retrouvés face à un adversaire redoutable, prêt à tout pour échapper à la justice. Un peu plus tard, un passant remarqua l'état du gardien, ligoté et étendu au sol. Il alerta immédiatement la police. Cependant, d'ici là, les voleurs avaient déjà acheminé les voitures volées vers leur entrepôt. Les enquêteurs, ayant déjà installé un dispositif de suivi GPS dans l'une des voitures et mis en place une surveillance discrète autour de l'entrepôt, étaient déjà sur les lieux. Ignorant tout de cette surveillance, un policier local, attiré par le même signal, se retrouva devant l'entrepôt. Les enquêteurs infiltrés, qui surveillaient la scène depuis leurs écrans, furent pris au dépourvu. Ils assistèrent, impuissants, à l'arrivée du policier. Juste au moment où l'agent s'apprêtait à pénétrer dans l'entrepôt, les voleurs, alertés par leurs caméras de surveillance, prirent la fuite en courant. C'était un coup de théâtre inattendu. Les enquêteurs se retrouvèrent dans une situation délicate. D'un côté, ils avaient évité de justesse de se faire démasquer. Mais de l'autre, leur opération était désormais compromise. Le policier, ignorant tout de leur présence, allait certainement signaler sa découverte. Face à cette situation critique, les enquêteurs n'avaient d'autre choix que d'intervenir. Ils ont procédé à l'arrestation des travailleurs présents dans l'entrepôt. Cependant, leur cible principale, Yang, avait déjà pris la fuite. Grâce à une surveillance serrée de son domicile, les forces de l'ordre ont rapidement localisé et appréhendé le cerveau de cette vaste organisation criminelle. Les investigations ont révélé la véritable identité de Yang, Min Jinyang, un ancien agent du renseignement militaire chinois. Son passé expliquait son expertise en matière d'infiltration et sa capacité à manipuler les autorités. Malheureusement, malgré son arrestation, les enquêteurs n'ont pu récupérer une grande partie du butin. Yang avait habilement dissimulé sa fortune en Chine. Condamné à 10 ans de prison pour corruption, Yang a échappé aux poursuites pour vol de voiture. En effet, il avait habilement mis en place un système où il achetait les véhicules volés à ses complices, se présentant ainsi comme un simple receleur. Les véritables voleurs, ses subordonnés, ont été condamnés pour leurs actes. L'ampleur de son empire criminel était stupéfiante. En une dizaine d'années, Yang avait réussi à bâtir une fortune estimée à plus de 75 millions de dollars actuels, grâce au trafic de voitures volées. Une somme astronomique qui témoigne de l'étendue de son réseau et de son audace. Malgré les efforts des enquêteurs, une grande partie de cet argent reste introuvable, dissimulé dans des comptes offshore ou investi dans des projets illégaux. Après l'arrestation de Yang et de ses complices, la ville de New York a pu respirer à nouveau. Les vols de voitures de luxe ont cessé du jour au lendemain, redonnant un sentiment de sécurité aux habitants. Cependant, l'ombre de Yang plane toujours sur la ville. Une partie de son butin reste introuvable et les enquêteurs craignent que d'autres membres de son organisation ne soient toujours en liberté. Cette histoire nous rappelle que la criminalité organisée est un fléau complexe, qui nécessite des années d'enquête et de coopération internationale pour être éradiquée. Mais elle nous montre aussi que la justice finit toujours par triompher, même si cela prend du temps. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette histoire? N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire. Et c'est ici que se termine notre histoire. Si vous avez apprécié mon contenu, n'oubliez pas le petit pouce bleu et abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, à une prochaine fois.